qui relèvent donc de la non-fiction, qui sont des récits de souvenirs autobiographiques, des récits de voyage, à la première personne, donc celui de Faraki, Une semaine chez les ours, celui de Tesson, où il y a un petit passage sur les ours dans les forêts de Sibérie, et celui de Nastasia Martin. Et donc je vais mettre en regard un petit peu les écritures différentes. Alors, Faraki, qui est un écrivain, un militant écologiste pour le coup, très engagé, produit donc son journal d'une semaine chez les ours. Je vais revenir sur cette formulation après. Et dans le prologue de ce texte, il dit, le on, c'est lui, hein, on s'efforce de ressembler un peu, si peu, à celui qu'on voudrait être, disons, l'homme qui a vu l'ours. Ambition toute personnelle, mais qui en vaut bien d'autres. Donc il voudrait être l'homme qui a vu l'ours. Et, dit-il, voilà, ce face-à-face d'un instant avec les animaux sauvages dans la perspective de l'extinction est pour lui devenu quelque chose de tout à fait vital et essentiel dans sa vie. Et donc il fait écho évidemment à cette phrase proverbiale que vous connaissez bien, c'est l'homme qui a vu l'ours, alors qu'on peut démultiplier, hein, c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, et dont la récursivité syntaxique, c'est-à-dire l'enchâssement des relatifs qui fait que, alors que j'ai matérialisé par des crochets, qui fait que celui qui a vu l'ours, en fait, c'est jamais celui qui parle. Le témoin oculaire, c'est toujours des on-dit avec, et la récursivité syntaxique est à l'image de c'est toujours sujet à caution, ces témoignages, puisque ce sont des on-dit répercutés de parole en parole. Et par ailleurs, ça marque bien le fait que ne sont pas si nombreux que ça, les hommes qui ont vu des ours, et que c'est un animal qui se dérobe au regard, et donc à la rencontre, et donc aussi au récit. D'ailleurs, Jean Rollin avait aussi donné comme titre L'homme qui a vu l'ours à son recueil d'articles paru dans la presse, où il y avait quelques articles, la première parution c'était en 84, quelques articles consacrés à l'ours. Donc, premier motif commun à ces textes, ça va être écrire, et un défi d'écriture, il faut écrire un animal qu'on n'arrive pas à voir. Donc, j'ai mis écrire l'ours invisible. Donc, ce sont des récits de quête. Et comment fait-on pour écrire un animal invisible? Alors, c'est un véritable topos, hein, l'ours invisible. Donc un autre texte, alors qui ne parle pas vraiment d'ours en fait, bien qu'il soit intitulé L'ours, de l'écrivaine belge Caroline Lamarche. Donc il y a juste ce petit passage qui parle d'un ours. Avec sa famille, elle fait des randonnées dans les Pyrénées avec un guide, et puis un jour, c'est le guide, vit un ours. Il fut seul à l'apercevoir là où nous ne vîmes qu'un buisson violemment agité. Et je me souviens de cet événement, dit-elle, justement, il m'impressionna parce qu'il nous restait invisible. Donc, on va retrouver ça chez Faraki avec l'idée qu'on ne voit pas l'ours, mais on en perçoit des indices, des traces. Et donc il faut interpréter les signes du réel. Donc, par rapport à votre analogie avec la lecture, Faraki écrit « Comme le possible suffit parfois mieux que le réel à enchanter les lieux, les situations et à aiguiser les sens, chaque rocher intrigue et prête à interprétation. Les ours qu'on ne voit nulle part sont potentiellement partout. Et l'on s'arrête à chaque instant pour ne pas faire détaler des souches ou des formulaires d'apparence trompeuse. » Donc, il y a aussi un élément qu'on n'a pas encore rencontré, c'est l'humour et l'ironie. L'autodérision, puisqu'il a peur de faire détaler des fourmilières, parce que effectivement tout ce qui est une masse noire dans la forêt pourrait potentiellement être un ours. Et donc il y a l'idée que la nature aussi est pleine de faux semblants, notamment pour les humains pas très aguerris. Et donc l'ours est quasi invisible, expérience aussi dans les Abruzzes en Italie, où il n'a vu que des points noirs en mouvement, et où grâce à la longue vue du guide, indirectement donc il comprend que ces points noirs qui bougent, c'est une mère ours et son petit, mais il ne le voit-il vraiment? Pas sûr. Donc on est dans l'approximation, et puis on est dans ce que j'ai appelé une présence synecdochique, puisque l'ours, on va en voir que des parties de son corps, et encore, chaque fois qu'une suspicion de dos, de bosse ou de croupe l'arrête sur une masse obscure en contrebas, et c'est même pas simplement des parties du corps, c'est-à-dire dos, bosse ou croupe, c'est une suspicion
de dos, de bosse ou de croupe. Donc là encore, la syntaxe marque le fait que l'ours est placé au second rang syntaxique, c'est un complément du nom et en plus partiel puisque ce sont des synecdoques. Et ça se poursuit par une négation restrictive. Nous ne distinguons qu'un rocher, un buisson ou une souche. Donc en plus, c'était même pas une bosse, une croupe, c'était des erreurs interprétatives. Nous ne distinguons qu'un rocher, un buisson ou une souche, mais pas si sûr, à moins que ce soit un ours qui attend notre départ pour se relever et partir.